Un quart d'heure plus tard, Johnny, de nouveau assis dans le bureau de Bannerman, près d'un radiateur électrique, avait encore l'air transi, mais il ne tremblait plus. « Vous ne voulez vraiment pas de café » demanda Bannerman. Johnny refusa. « Johnny, dit le policier en s'asseyant, vous savez vraiment quelque chose ?»« Oui, je sais qui les a tués, répondit Johnny. Vous auriez très bien pu le trouver vous-même, mais il vous était trop proche. Vous auriez pu le voir dans son ciré, parce que c'est lui qui a fait traverser les enfants ce matin-là. Il avait un signal stop au bout d'un bâton, et il a fait traverser les enfants. » Bannerman regarda Johnny, abasourdi. « Vous voulez parler de Frank ? Frank Dodd ? Mais vous êtes fou !»« Frank Dodd les a tués, affirma Johnny. Frank Dodd les a toutes tuées. » Bannerman avait l'air d'hésiter, entre éclater de rire ou bien frapper. « C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, dit-il pour finir. Frank Dodd, un fonctionnaire modèle, un type vraiment bien. Il va se présenter en novembre pour le poste de chef de police, et avec ma bénédiction, croyez-moi. » Le shérif exprimait maintenant un amusement mêlé de mépris. Frank a 25 ans, ce qui signifie qu'il aurait commencé cette folie quand il en avait 19. Il vit tranquillement avec sa mère, qui ne va pas très bien, hypertension ou diabète. Johnny, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Frank Dodd n'est pas l'assassin, j'en donnerais ma tête à couper. Les crimes ont bien cessé pendant 2 ans, demanda Johnny. Où était alors Frank Dodd demanda-t-il. Ici ? Bannerman lui fit face. L'amusement condescendant avait disparu, son visage était dur et furieux. « En plus un mot là-dessus, dit-il. Vous n'êtes qu'un mystificateur. »« Vous dites cela parce que j'accuse un homme que vous considérez comme votre fils, fit calmement Johnny. Bannerman pinça les lèvres. « Sortez ! Demandez à un de ces journalistes de vous raccompagner. Vous pourrez tenir une conférence de presse en chemin. Mais je jure devant Dieu que si vous mentionnez le nom de Frank Dodd, je vous briserai l'échine. Est-ce compris ? » « Ben oui, mes copains les journalistes, explosa tout à coup Johnny. C'est vrai. Vous m'avez bien vu répondre à leurs questions, non ? Et poser pour leurs photos en m'assurant qu'ils prenaient bien mon bon profil. » Bannerman tressaillit. « Non, dit Johnny en élevant encore le ton. J'ai l'impression que vous ne savez plus qui est qui, et je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est vous qui m'avez appelé, et c'est pour ça que je suis ici. »« Mais ça ne signifie pas que vous... » commença le policier. Mais Johnny s'avança vers Bannerman, pointant son index tel un pistolet. Il mesurait plusieurs centimètres de moins que le policier et lui rendait environ 20 kilos. Pourtant, Bannerman recula. Les joues de Johnny s'étaient enflammées, ses lèvres se retroussèrent légèrement. « En effet, que vous m'ayez appelé ne signifie pas que je doive foutre le bordel. Mais vous ne voulez pas que ce soit Dodd, n'est-ce pas ? S'il s'agissait d'un autre, vous feriez procéder à des vérifications. Mais ça ne peut pas être Frank Dodd parce qu'il est intouchable, parce qu'il prend soin de sa mère, parce qu'il a de la considération pour le bon vieux shérif George Bannerman, sauf quand il enlève et étrangle les vieilles femmes et les petites filles. Et il aurait pu s'agir de votre fille, Bannerman. Vous ne comprenez pas ? Votre fille !» Bannerman le frappa. Au dernier moment, il retint le coup, mais il fut tout de même assez fort pour bousculer Johnny, qui trébucha sur un pied de chaise et tomba sur le sol. Du sang coulait de sa joue à l'endroit où la bague du shérif l'avait touché. « Vous l'avez cherché, dit Bannerman, mais sa voix n'était pas vraiment convaincue. Pour la première fois de sa vie, il avait frappé un type qui n'était pas en état de rendre le coup. « Vous devriez vous agenouiller et remercier Dieu qu'il n'ait pas laissé d'indices, dit Johnny, car avec les sentiments qui vous animent, vous les auriez fait disparaître. Vous auriez pu vous porter ainsi définitivement garant de son innocence. » « Ce n'est qu'un affreux mensonge, prononça lentement Bannerman. J'arrêterais mon propre frère si je le croyais coupable. Relevez-vous, je regrette de vous avoir frappé. » Il aida Johnny à se remettre sur pied. « Je vais chercher des pansements et vous mettre de la teinture d'iode. »« Non, laissez, fit Johnny, toute colère ayant disparu de sa voix. C'est moi qui vous ai poussé à bout. »« Je vous le répète, dit le policier, il est impossible que ce soit Frank. Vous ne recherchez sans doute pas la publicité, et sur ce point j'ai eu tort. »« Alors, vérifiez, prouvez-moi que je me trompe, dit Johnny, en regardant Bannerman. Il avala sa salive. « Vérifiez l'emploi du temps de Frank. Vous voulez bien ?» À contre-cœur, le shérif lui indiqua les fiches d'emploi du temps qui se trouvaient dans l'armoire et qui remontaient jusqu'à 14 ou 15 ans en arrière. « Oh, je suis sûr que je pourrais tout vérifier, dit le policier. »« Alors faites-le, dit Johnny. »« Monsieur, commença Bannerman en hésitant, Johnny, je voulais dire, si vous connaissiez Frank Dodd, vous comprendriez à quel point votre supposition est grotesque.
J'en suis persuadé. Il ne s'agit pas seulement de moi. Demandez à ceux qui le connaissent. Eh bien, si j'ai tort, dit Johnny, je serais heureux de le reconnaître. C'est de la folie, murmura Bannerman, mais il se dirigea vers le classeur. Il était à présent près de 1 heure du matin. Johnny avait appelé son père pour le prévenir qu'il resterait couché à Castle Rock. La tempête faisant rage, il était pratiquement impossible de reprendre la route. « Que se passe-t-il là-bas » demanda Herb. « Oh, je ne peux pas te le dire au téléphone, papa. »« Oh, très bien, Johnny. Mais fais attention à ne pas trop te fatiguer, » lui répondit son père. Épuisé, il l'était, plus las qu'il ne l'avait jamais été depuis les séances de rééducation avec Eileen McGowan. Une femme très gentille, pensa-t-il mélancoliquement. Une femme amicale, au moins jusqu'au jour où il lui avait prédit que sa maison était en train de brûler. Après cela, elle était devenue distante, méfiante. Elle l'avait remercié, bien sûr, mais l'avait-elle touché après cela, vraiment touché? Et il en irait de même avec Bannerman quand l'affaire serait terminée. C'était triste. C'était comme Eileen, quelqu'un de charmant, mais les gens se méfient de ceux qui peuvent tout connaître d'eux, rien qu'en les touchant. Ça ne prouve rien, commenta Bannerman, l'intonation boudeuse. Étalées sur le bureau de Bannerman, 7 ou 8 fiches d'emploi du temps, et dans la corbeille à courrier, les fiches de Dodd remontant jusqu'en 1971, époque à laquelle il était entré dans l'équipe du shérif. Meurtre d'Alma Fléchette, serveuse, 3 heures de l'après-midi, le 12 novembre 1970. Frank Dodd travaille à Gulf Station. Meurtre de Pauline Tou, hacker, 10 heures du matin, le 17 novembre 1971. Frank Dodd libre. Meurtre de Cheryl Moody, étudiante, à 2 heures de l'après-midi, le 16 décembre 1971. Frank Dodd libre. Meurtre de Carol Dunberger, étudiante, en novembre 1974. Frank Dodd en vacances pour 2 semaines. Meurtre de Etta Ringgold, institutrice, le 29 octobre 1975. Frank Dodd en déplacement de travail. Meurtre de Mary-Kate Andreasen, 10 heures du matin, le 17 décembre 1975. Frank Dodd libre. Les heures indiquées sont celles fournies par le médecin légiste, précisa le policier. Oui, ça ne l'accuse pas, reprit Johnny en se massant les tempes, mais ça ne l'innocente pas non plus. Bannerman tapota la liste. Quand Miss Ringgold a été tuée, il était en service? Oui, répondit Johnny, si elle a vraiment été tuée le 29 octobre, mais ça peut tout aussi bien être le 28 ou le 27, et même s'il était en service, qui irait suspecter un flic? Bannerman examinait la note avec attention. Et cette coupure, remarqua Johnny, cette coupure de 2 ans, Frank était-il en service ici, entre 73 et 74? Son mal ne s'est sans doute pas manifesté ces années-là, dit Bannerman. Oui, mais fin 72 et début 73, reprit Johnny. Il n'y a pas de fiche pour cette période? Était-il en congé? Non, répondit Bannerman. Frank et un autre type, Tom Harrison, ont suivi des cours pendant un semestre dans une université du Colorado. Ils ont été absents du 15 octobre jusqu'à Noël. L'État du Maine assure une partie des frais, le gouvernement fédéral le reste. J'ai désigné Harrison, maintenant chef de police à Gates Fall, et Frank. Ce dernier n'avait pas très envie d'y aller. Il était inquiet à l'idée de laisser sa mère seule. Et pour vous dire la vérité, je crois qu'elle a essayé de le retenir. J'en avais parlé avec lui. Il voulait faire carrière dans la fonction publique, et c'était une occasion à saisir. Je me souviens de leur retour à Noël. Frank avait chopé un virus et perdu 5 kilos. Il prétendait que personne ne savait cuisiner comme sa mère. Bannerman se tut, quelque chose dans ce qu'il venait de dire le gênait. Il a pris une semaine de congé de maladie, poursuivit-il presque fébrilement, et il est revenu le 15 janvier. Je vous avais dit que vous étiez fait pour ce travail, ajouta Bannerman. C'était sans doute plus vrai que je ne croyais. Il décrocha le téléphone et sortit un annuaire bleu du tiroir de son bureau. Tout en le feuilletant, il expliquait à Johnny que cet annuaire permettait de trouver les numéros de téléphone de tous les shérifs du pays. Il trouva le numéro qu'il cherchait et le composa. « Allô? Le bureau du shérif de Pueblo? Je suis George Bannerman, shérif de Castle Rock dans le Maine. Oui, c'est ça, dans le Maine. Qui était l'appareil, s'il vous plaît? Ah, monsieur Taylor, voici ce dont il s'agit. Nous avons ici une série de crimes d'enlèvement suivis de strangulation, 6 d'entre eux au cours de ces 5 dernières années, tous à l'automne ou au début de l'hiver. Et nous avons un... Il regarda Johnny, l'air désemparé, puis poursuivit.
Nous avons un suspect qui se trouvait à Pueblo du 15 octobre 72 jusqu'au 17 décembre. Ce que je voudrais savoir, c'est s'il n'y a pas eu à Pueblo, pendant cette période, un crime resté impuni. La victime serait une femme, l'âge est sans importance, enlevée et étranglée. De plus, je voudrais connaître les résultats de l'analyse de sperme, si toutefois un prélèvement a été effectué. Quoi? Ah, très bien, merci. J'attends votre coup de fil. À tout à l'heure. Il raccrocha. Il va vérifier et me rappeler, dit Bannerman. Voulez-vous une tasse de... Ah, excusez-moi, oui, c'est vrai, vous n'en buvez pas. Non, effectivement, dit Johnny, mais j'accepterai volontiers un verre d'eau. Le shérif se dirigea vers l'appareil et revint avec un gobelet de carton plein d'eau fraîche. Dehors, la tempête faisait rage. Bannerman semblait embarrassé. C'est vrai, vous aviez raison, dit-il. Frank Dodd est le fils que j'aurais voulu avoir. Ma femme a subi une césarienne pour Katrina et elle ne peut plus avoir d'autres enfants. Le docteur nous a dit que cela la tuerait. Elle a subi une ligature des trompes et j'ai accepté la vasectomie pour être sûr. Johnny scrutait les ténèbres de la nuit. Il n'y avait rien à voir, mais il savait que s'il faisait face au shérif, ce dernier craquerait. Pas besoin d'être médium pour savoir cela. Le père de Frank travaillait sur la B&M Line, reprit le policier. Il est mort dans un accident quand son fils avait 5 ans. Il était ivre et il a été broyé entre deux voitures. Depuis, Frank est devenu l'homme de la maison. Roscoe prétend qu'il avait une petite amie à l'école supérieure, mais Mrs. Dodd dément énergiquement. Je veux bien le croire, pensa Johnny. Une femme qui a pu faire cela, cette pince à linge, à son propre fils. Rien n'arrête ce genre de femme. Elle doit être aussi folle que lui. Quand il a eu 16 ans, reprit Bannerman, il est venu me voir et m'a demandé s'il pouvait devenir policier. C'était la seule chose qui l'intéressait vraiment. Tout de suite, il m'a été sympathique. Je l'ai engagé pour de menus travaux en le payant de ma poche. Ce que je pouvais, vous savez, mais il ne protestait jamais. C'était le genre de type qui aurait travaillé pour rien. Il fit une demande pour un emploi à plein temps en sortant du collège, mais à ce moment-là, nous n'avions pas de place. Il a été travailler chez Donny Hangars Gulf et a suivi des cours du soir à l'université. Je crois que Mrs. Dodd a aussi essayé de l'en empêcher, prétextant qu'elle était trop seule. Mais cette fois, Frank a passé outre, avec mes encouragements. Nous l'avons enfin engagé en juillet 1971, et depuis il est resté. Et maintenant, vous me racontez ça, et je pense à Katrina, hier matin, passant à côté de celui qui... Et c'est comme une impression d'inceste. Frank venait chez nous, il mangeait avec nous, et gardait même parfois Katrina. C'est arrivé une fois ou deux. Et vous me dites que... Johnny se détourna. Bannerman avait enlevé ses lunettes et s'essuyait à nouveau les yeux. Si réellement vous voyez de telles choses, continua-t-il, je vous plains. Vous êtes un phénomène, pas tellement différent du veau à deux têtes. J'en ai vu un à Luna Park. Mais je suis désolé, c'est triste à dire, je sais. La Bible dit que Dieu aime toutes ses créatures, dit Johnny, d'une voix mal assurée. Vraiment, dit Bannerman. Il frottait son nez, là où ses lunettes reposaient. Eh bien, il a une drôle de manière de le montrer, vous ne trouvez pas? 20 minutes plus tard, le téléphone sonna. Bannerman décrocha immédiatement. Il parlait, puis écoutait. Johnny épiait son visage. Il raccrocha et regarda longuement Johnny sans rien dire. Le 12 novembre 1972, dit-il enfin, une étudiante. Ils l'ont trouvée dans un champ près du péage, Anne Simon, enlevée et étranglée, 23 ans. Pas de prélèvement de sperme. Ce n'est pas encore la preuve irréfutable, Johnny. Mais vous n'avez pas besoin d'autres preuves, et si vous le confrontez avec celles que vous possédez déjà, il avouera, dit Johnny. Mais s'il n'avoue rien, demanda le policier. Johnny se souvint de sa vision. Elle lui revenait comme un boomerang. Cette sensation déchirante, cette douleur bienfaisante. La douleur, celle de la pince à linge, la douleur qui expliquait tout. Faites-lui baisser son pantalon, dit Johnny. Bannerman le regarda. Les journalistes étaient toujours là. À vrai dire, ils ne pouvaient pas bouger, les routes étant impraticables. Bannerman et Johnny s'échappèrent par la fenêtre des toilettes. Êtes-vous certain que ce soit la bonne méthode demanda Johnny. La tempête chassait les mots de sa bouche, sa jambe le faisait souffrir. Non, répondit le shérif avec simplicité. Mais je crois qu'il faut le faire, qu'il faut qu'il vous voie en face, Johnny. Venez, les Dodd habitent à 2 pas d'ici. Ils se mirent en route, encapuchonnés et bottés, 2 ombres dans la tempête.
Bannerman portait son arme réglementaire, ses menottes étaient attachées à sa ceinture. À peine avait-il fait quelques pas que Johnny se mit à boiter douloureusement. Bannerman le remarqua. « Que se passe-t-il ?»« Oh, rien, répondit Johnny. « Si, il y a sûrement quelque chose, reprit le policier. Vous marchez comme si vous aviez 2 jambes brisées. Ils ont été obligés de m'opérer quand je suis sorti du coma, dit Johnny. Les muscles s'étaient atrophiés et les articulations s'étaient abîmées. Ils ont arrangé cela du mieux qu'ils ont pu. Comme l'homme qui valait 6 millions de dollars demanda Bannerman. Johnny pensa à la pile de factures de l'hôpital dans le tiroir du buffet de la salle à manger. Oui, quelque chose comme ça, répondit-il. Quand je suis trop longtemps debout, mes jambes me font souffrir. Voulez-vous rentrer demanda Bannerman. Et comment? Rentrer et ne plus avoir à penser à cette histoire infernale, pensa-t-il. Je voudrais n'être jamais venu. Ce n'est pas mon problème. Et ce type qui me compare à un veau à 2 têtes. Ils luttaient dans le halo des lampadaires, courbés contre la tempête. Ils tournèrent dans une petite rue, et Bannerman s'arrêta devant la 5e maison. Comme toutes les autres de la rue, ses volets étaient clos, et on n'y voyait aucune lumière. « Nous y voilà, dit Bannerman d'une voix atone. Ils se frayèrent un chemin à travers la neige que le vent avait amoncelé et montèrent les marches. Mrs. Henrietta Dodd était une grosse femme. Johnny n'avait jamais vu quelqu'un en aussi mauvaise santé. Sa peau était d'un gris jaunâtre, ses mains, à cause de l'eczéma, semblaient couvertes d'écailles. Et il y avait quelque chose dans ses yeux, réduits à 2 fentes dans leur poche de graisse, qui rappelait douloureusement à Johnny le regard de sa mère. Elle ouvrit la porte après que Bannerman l'eut frappé pendant près de 5 minutes. Johnny se tenait près de ce dernier, tant bien que mal, sur ses pauvres jambes, et se demandant si cette nuit finirait jamais. « Que voulez-vous au beau milieu de la nuit, George Bannerman » demanda-t-elle soupçonneuse. Comme beaucoup de grosses femmes, elle avait une voix aiguë et nasillarde, bourdonnante comme une mouche prise dans une bouteille. « Il faut que je parle à Frank, Henrietta, » dit Bannerman. « Vous lui parlerez demain matin, » lui répondit-elle, en essayant de fermer la porte. Mais Bannerman la maintint ouverte de sa main gantée. « Non, désolé, Henrietta, il faut que ce soit maintenant. »« Je ne le réveillerai pas, » s'écria-t-elle sans bouger. « Il est en plein sommeil. Il y a des nuits où j'agite ma sonnette, tellement mes palpitations sont terribles. Et croyez-vous qu'il se dérange? Non, pas du tout. Il continue à dormir. Et il pourrait tout aussi bien, un beau matin, me retrouver morte dans mon lit, au lieu d'être en train de lui préparer son œuf. Tout ça parce que vous le faites trop travailler. Jour et nuit, changement d'équipe, chasse aux ivrognes qui pourraient cacher une arme sur eux, mais vous vous en fichez. Et toutes ces femmes qui seraient trop contentes de passer une maladie incurable à un aussi gentil garçon que mon Franck pour le prix d'un verre de bière. » Sa voix stridente agressait et bourdonnait. La migraine de Johnny lui faisait contrepoint en martelant ses tempes. Il aurait voulu la faire taire. C'était une hallucination, il en était conscient. La fatigue, les émotions de cette affreuse nuit, de plus en plus, il lui semblait que c'était sa mère qui était là, et qu'elle allait se retourner pour lui parler du don merveilleux que Dieu lui avait fait. « Madame Henrietta Dodd, » commença calmement Bannerman. C'est alors qu'elle se retourna vers Johnny, le fixa de ses stupides yeux porcins et interrogea. « Qui est-ce » ? « Un policier, » répondit promptement Bannerman. « Henrietta, je prends la responsabilité de réveiller Franck. »« Oh, la responsabilité » nasilla-t-elle ironiquement, et Johnny réalisa qu'elle avait peur. La peur émanait d'elle en ondes répugnantes qui ne faisaient qu'augmenter sa migraine. Bannerman en était-il conscient? « La responsabilité, quel grand mot ! Mais je ne veux pas qu'on réveille mon fils en pleine nuit, monsieur George Bannerman. Aussi, vous et votre policier n'avez qu'à repartir. » Elle essaya à nouveau de refermer la porte, mais cette fois Bannerman l'ouvrit toute grande. « Écartez-vous, Henrietta, immédiatement !» Sa voix était pleine d'une colère contenue. « Mais vous n'avez pas le droit !» cria-t-elle. « Ce n'est pas la police d'État. Montrez-moi votre mandat. »« Je vais parler à Franck, » dit Bannerman en la repoussant. Johnny le suivit mécaniquement, mais Henrietta Dodd l'agrippa. Johnny lui saisit le poignet, et une douleur terrible envahit sa tête. La femme le sentit aussi. Tous deux se regardèrent fixement, pendant un temps qui parut s'éterniser en une affreuse et parfaite compréhension. Ils semblaient soudés l'un à l'autre. Puis elle recula, soutenant sa poitrine d'ogresse. « Mon cœur, faisait-elle. Elle fouilla dans la poche de sa robe de chambre et en sortit un flacon de pilule. Son visage était devenu terreux.
Elle enleva le bouchon du flacon, répandant des pilules partout sur le sol, pour en saisir une et la glisser sous sa langue. Johnny continuait à la fixer en une muette horreur. Sa tête lui semblait être une poche pleine de sang chaud. « Vous saviez » murmura-t-il. La grosse bouche flétrie de Mrs. Dodd s'ouvrait et se refermait sans qu'aucun son n'en sorte. C'était la bouche d'un poisson en pleine asphyxie. « Vous saviez » répéta-t-il. « Vous êtes un démon » hurla-t-elle. « Un monstre, le diable. Oh, mon cœur. George Bannerman, ne montez pas réveiller mon bébé. » Johnny la lâcha et inconsciemment frotta sa main contre son manteau comme pour se débarrasser d'une souillure. Il grimpa les escaliers derrière le policier. Dehors, le vent sanglotait sous l'auvent comme un enfant perdu. À mi-chemin, il se retourna. Henrietta Dodd était écroulée dans un fauteuil d'osier, telle une montagne de chair, haletante et soutenant de chacune de ses mains un énorme sein. Il pensa comme en un rêve. Bientôt tout sera fini, Dieu merci. Un vieux tapis troué recouvrait le palier. Le papier était taché d'humidité. Il faisait froid là-haut. Bannerman frappa à une porte. « Frank ! Frank ! C'est George Bannerman. Réveillez-vous, Frank !» Pas de réponse. Bannerman tourna la poignée et ouvrit la porte. Sa main était sur la crosse de son arme. Il n'avait pas dégainé, ce qui aurait pu être une erreur fatale, mais la chambre de Frank était vide. Tous deux se tenaient sur le seuil. C'était une chambre d'enfant. Le papier peint, taché d'humidité, représentait des clowns et des chevaux caracolant. Un pantin en lambeaux qui les contemplait de son regard vide était posé sur une chaise d'enfant. Dans un coin, un coffre à jouets, et dans un autre, un lit étroit aux couvertures défaites, et accroché au barreau, de façon insolite, l'étui du revolver de Frank. « Mon Dieu » dit tout bas Bannerman, « qu'est-ce que c'est que ce bazar ?»« Au secours » La voix de Mrs. Dodd monta jusqu'à eux. « Au secours !» Elle savait, dit Johnny. Elle le savait depuis le début, depuis Alma Fréchette. Il le lui avait dit, et elle l'a couvert. Bannerman sortit de la chambre à reculons et ouvrit une autre porte, l'air abasourdi et malheureux. C'était une chambre d'amis, inoccupée. Il en ouvrit l'armoire, qui était vide, à l'exception d'une trappe à souris. Une autre pièce, rien, hormis qu'il y faisait glacial. Il ne restait plus qu'une porte, juste en haut de l'escalier. Le shérif s'y dirigea, suivi de Johnny. Elle était fermée. « Frank, êtes-vous là ?» Il manœuvrait la poignée. « Ouvrez, Frank !» Pas de réponse. Bannerman donna un coup de pied, juste à la hauteur du pêne. « Oh, mon Dieu !» s'exclama Bannerman, d'une voix sourde et altérée. « Frank !» Johnny vit la scène par-dessus son épaule. C'en était trop. Frank Dodd gisait sur le siège de la cuvette des toilettes, nu, à l'exception de son ciré noir, qu'il avait dû en toute hâte jeter sur ses épaules. Le capuchon noir s'était accroché au robinet de la chasse et pendait de façon grotesque. Il avait réussi à se trancher la gorge. Johnny n'aurait jamais cru cela possible. Un paquet de lames Wilkinson se trouvait sur la tablette du lavabo, une seule lame sur le sol, étincelante. Des gouttes de sang perlaient sur le tranchant. Le sang, jaillissant de la jugulaire et de la carotide, avait tout éclaboussé. Il coulait dans les plis de l'imperméable qui traînait sur le sol, sur le rideau de douche orné de canards porteurs de parapluies. Autour du cou de Frank, maintenu par une ficelle, un mot crayonné au bâton de rouge à lèvres. « J'avoue. » Il savait, pensa Johnny, de façon incohérente. Il a su quand il m'a vu. Il a su que tout était fini. Il est rentré et s'est donné la mort. Des cercles noirs s'enchevêtraient devant ses yeux comme des vagues maléfiques. « Quel don Dieu vous a donné, Johnny !»« J'avoue. »« Johnny ?» Tout disparut. « Johnny !» L'évanouissement. Il aurait mieux valu ne jamais sortir du coma. « Johnny !» Frank Dodd était monté ici. Il s'est tranché la gorge d'une oreille à l'autre pendant que la tempête faisait rage au dehors. Sans doute avait-il crié, mais ce n'était pas certain. Son cri n'avait dû jaillir que dans sa conscience, exprimant toute l'horreur au fond de son cœur, puis il avait sombré dans les ténèbres. Johnny était sans connaissance. New York Times, 19 décembre 1975. Le médium du Maine conduit le shérif au domicile du policier assassin après s'être rendu sur les lieux du crime. John Smith de Pownall peut très bien ne pas être un médium, mais on aura du mal à en persuader le shérif George Bannerman du comté de Castle Rock dans le Maine.
Le lendemain du 6e meurtre, perpétué dans la petite ville de Castle Rock, le shérif Bannerman a appelé M. Smith au téléphone et lui a demandé de venir l'aider. M. Smith, qui a attiré l'attention du pays au début de l'année en sortant d'un coma de 55 mois, avait été traité de mystificateur par le journal Vue intérieure. Mais hier, au cours d'une conférence de presse, le shérif Bannerman a simplement déclaré « Nous n'attachons aucune importance aux déclarations de ces journalistes new-yorkais ». Selon le shérif Bannerman, M. Smith a rampé sur ses mains et sur ses genoux sur les lieux du crime, sous le kiosque à musique de Castle Rock. Il s'est relevé avec des engelures et le nom du meurtrier, le policier Frank Dodd, en poste à Castle Rock depuis 5 ans. Au début de l'année, M. Smith provoqua une vive polémique dans sa ville natale en prédisant à sa rééducatrice que sa maison était en train de brûler. À la conférence de presse qui s'ensuivit, un journaliste le mit au défi et... Newsweek, page 41, 24 décembre 1975. Sans doute le premier médium authentique depuis Peter Urkos, allemand de naissance, prophète capable de répondre à ceux qui le questionnaient sur leur vie privée en apposant ses mains sur les leurs, ou même sur leur argenterie ou le contenu de leur sac à main. John Smith est un garçon timide et modeste, originaire de Pownal. Au début de l'année, il a repris conscience après un coma de plus de 4 ans, consécutif à un accident de voiture, voire photo. Selon le neurologue Samuel Weizsack, John Smith s'est rétabli de façon absolument stupéfiante. Aujourd'hui, il soigne ses engelures et se remet d'une syncope de 4 heures qui suivit l'étrange dénouement d'une série de crimes perpétrés dans la ville de... Chère Sarah, papa et moi avons été heureux de recevoir ta lettre arrivée cet après-midi même. Je vais vraiment très bien, aussi ne t'en fais pas. Je te remercie de ta sollicitude. Les engelures ont été très exagérées, 2 taches sur le bout de 3 doigts de la main gauche. L'évanouissement ne fut rien d'autre, selon Weizsack, que la conséquence du choc émotionnel. Il s'est déplacé en personne et a insisté pour s'occuper de mon hospitalisation à Portland. Il veut pratiquer une série de tests dont certains me paraissent dignes de l'Inquisition. Renonce, hérétique, ou tu auras droit à un autre électrochoc. Mais plus sérieusement, renifles-tu toujours ton horrible cocaïne, chérie ? T'inquiète pas, de toute façon j'ai refusé. Et papa le regrette. Il fait un parallèle entre ce refus et celui de ma mère de prendre ses médicaments contre l'hypertension. C'est très dur de lui faire comprendre que si Weizsack avait trouvé quelque chose, il n'aurait qu'une chance sur 10 de pouvoir y remédier. Oui, j'ai bien lu l'article de Newsweek. La photo est celle de la conférence de presse. Bien sûr, j'aurais préféré qu'il ne parle pas de cette histoire. Colis et lettres recommencent à arriver, et je ne les ouvre pas. Je retourne à l'expéditeur, ceux qui portent une adresse. Ils sont trop pitoyables, trop pleins d'espoir et de haine, de ferveur et de méfiance. De toute façon, tout cela me rappelle ma mère. Mais je ne veux pas me montrer trop sinistre, tout ne va pas si mal. Mais je ne veux pas devenir un médium professionnel, je ne veux pas faire des tournées ni des émissions télévisées. On a trouvé mon numéro de téléphone et on m'a demandé si j'envisageais de participer au Carson Show. Quelle idée! Le tout produit par General Food. Je déteste l'idée de cette mascarade. Ce que j'aimerais vraiment, c'est retourner à Cliff Mills et me noyer dans l'anonymat des professeurs d'anglais d'un collège moyen. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que toi-même, Walt et Dennis avaient passé un joyeux Noël. Envisagez l'avenir avec confiance. Je suis heureux de voir que ton époux a été désigné pour briguer un siège de sénateur. Croise les doigts, Sarah. L'année ne s'annonce pas triomphale pour les républicains. Mon père t'envoie ses amitiés et te remercie pour la photo de Dennis. Reçois mes amitiés également. Merci de ta lettre et de ta sollicitude injustifiée. Injustifiée, mais très bienvenue. Je vais bien et je suis impatient de reprendre le harnais. Tendresse et bons vœux, Johnny. Post-scriptum. Pour la dernière fois, bébé, laisse tomber la cocaïne. Cher Johnny, je crois que c'est la lettre administrative la plus difficile et la plus pénible que j'ai eu à écrire en 16 ans de Sansora. Non seulement parce que vous êtes un ami, mais aussi parce que vous êtes un bon professeur. Inutile de vous passer de la pommade, je vais donc m'en dispenser. Une réunion s'est tenue à l'école hier au soir, à la demande de 2 membres dont je tairai les noms, mais que vous devinerez aisément, car ils étaient en fonction de votre temps. Ils ont voté la résiliation de votre contrat.
La raison, vous êtes trop controversé pour pouvoir être professeur. J'étais tout près de donner ma démission, tellement j'étais écœuré. Sans Maureen et les enfants, je crois que je l'aurais fait. C'est répugnant. Je leur ai fait part de mon dégoût, mais tout ce qu'ils voient, c'est votre photo dans Newsweek et dans le New York Times. Trop porté à la controverse. 5 vieillards momifiés à s'intéresser davantage à la longueur des cheveux qu'à celle des idées. J'ai écrit une lettre de protestation, et en lui tordant un peu le bras, je pense obtenir d'Irwin Fingold qu'il la co-signe. Mais je n'ai aucun espoir de voir changer le point de vue de ces vieillards. Je vous conseille donc de prendre un avocat, Johnny. Vous étiez de bonne foi, et je crois que vous pouvez obtenir jusqu'au dernier centime de votre salaire, même si vous ne mettez plus les pieds dans une salle de classe de Clive Mills. Appelez-moi quand vous voudrez. Du fond du cœur, je suis désolé. Votre ami, Don Pelsen. Johnny se tenait à côté de la boîte aux lettres. Il regardait la lettre de Don d'un air incrédule. Merde, murmura-t-il. Et merde. Engourdi, stupéfait, il se pencha sur la boîte aux lettres. Comme d'habitude, elle était pleine à craquer, tout juste si la lettre de Don avait pu y trouver place. Un avis de la poste lui demandait de venir retirer des paquets, inévitables paquets. Mon mari m'a quitté en 1969, voilà une paire de ses chaussettes. Dites-moi où il est, que je puisse obtenir de ce salaud une pension alimentaire pour les enfants. Mon bébé est mort l'année dernière, voilà son petit jouet. Pouvez-vous me dire s'il est heureux avec les anges? Je ne l'avais pas fait baptiser, car son père est contre, et depuis j'en ai le cœur brisé. Quel don Dieu vous a transmis, Johnny? Vous êtes trop controversé pour pouvoir être professeur. Pris d'une rage soudaine, il commença à piétiner les lettres dans la neige. L'inévitable migraine martelait ses tempes, les larmes coulaient sur son visage, presque immédiatement figé par le froid. Il se baissa et entreprit de ramasser le courrier épars sur la neige. Il remarqua une enveloppe rédigée au marqueur noir et qui portait John Smith, prophète. Prophète. Ses mains se mirent à trembler et il laissa à nouveau tout tomber, y compris la lettre de Don qui se mit à voltiger comme une feuille morte. Il pouvait en lire l'entête et la devise: enseigner, apprendre, savoir, servir. Servir mon cul, bande de pourris, lâcha-t-il. Il tomba à genoux et rassembla ses lettres, les essuyant avec ses moufles. Ses doigts engourdis le faisaient souffrir. Il se souvint de Frank Dodd, chevauchant un siège de faïence pour l'éternité, du sang partout. J'avoue. Il s'entendit murmurer sans arrêt, comme un disque rayé. Vous me tuez, vous êtes en train de me tuer, laissez-moi seul. Vous voyez bien que vous me tuez. Mais ce n'était pas une conduite. La vie devait continuer. D'une manière ou d'une autre, la vie continuerait. Johnny s'en retourna vers la maison, se demandant ce qu'il allait faire maintenant. Une quelconque occasion se présenterait sans doute. De toute façon, il avait accompli la prophétie de sa mère. Si Dieu avait eu une mission pour lui, alors il l'avait remplie. Peu importait à présent qu'il fût question d'une mission suicide. Il l'avait remplie, il était quitte avec son Créateur.